Aujourd'hui, on plonge dans une dynamique qui est vraiment en train de bousculer pas mal d'idées reçues, surtout sur la façon dont une société gère ses propres ondes d'ombre. Ouais, c'est un sujet assez pointu, mais tellement essentiel. Absolument. Et notre point de départ pour cette exploration en profondeur, c'est un document stratégique très précis. Ça s'appelle une déclaration de capacité. C'est ça. En fait, il s'agit du document de présentation officielle d'une organisation qui est basée au Cameroun, le Centre africain d'études sur la criminalité et la sécurité. Qu'on connaît aussi sous le sigle l'ACCS. Voilà, la CCS. Et notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer tout ça pour comprendre comment ce think tank indépendant, donc ce laboratoire d'idées, est tout simplement en train de redéfinir la notion même de sécurité et de prévention du crime dans ce pays. Et surtout, comment ils arrivent à prendre une recherche académique qui est très, très théorique pour la transformer en action concrète sur le terrain. C'est exactement ça. Parce que quand on lit cette source, c'est fascinant de voir à quel point ça touche au cœur de la manière dont les sociétés modernes tentent de survivre à leur propre crise. Ce que cette déclaration de capacité nous montre d'emblée, c'est un vrai changement de paradigme. La sécurité n'y est plus du tout envisagée sous le seul angle du muscle, disons. Ni de la répression pure. Voilà, on sort de l'idée qu'il suffit de multiplier le nombre de patrouilles de police dans les rues pour régler le problème. L'approche qui est défendue ici affirme que la sécurité, c'est avant tout une question de science, de données vérifiables, et surtout de dialogue social. C'est arrêter de mettre des pansements sur des symptômes visibles, quoi. Exactement. Il s'agit d'enfin s'attaquer à l'anatomie même du problème, à la racine. Et pour s'attaquer à cette anatomie, il y a un constat initial dans notre document qui pose vraiment les fondations. La CCS y est présentée comme le tout premier think tank indépendant et basé sur la recherche au Cameroun, exclusivement dédié à la criminologie et à la sécurité humaine. Le tout premier, oui, c'est un détail crucial. Pour matérialiser ça pour notre audience, un peu comme si, imaginez qu'on décide d'installer un laboratoire scientifique ultra moderne, avec ses microscopes, ses chercheurs, directement au carrefour d'un commissariat central, d'un palais de justice et d'une mairie. J'aime beaucoup cette analogie du laboratoire. Ouais, ça illustre bien l'idée d'injecter de la rationalité scientifique dans la gestion des urgences du quotidien, non? Tout à fait. Ça illustre parfaitement la rupture qu'ils essaient de créer. Historiquement, la criminologie, et particulièrement dans certains contextes postcoloniaux, ça a souvent été soit importé de toutes pièces, soit relégué au rang de discipline purement théorique. Bien au chaud dans les amphis universitaires. C'est ça. Donc, créer un centre indépendant dédié à cette science au Cameroun, c'est affirmer une volonté féroce de sortir la recherche de sa tour d'ivoire. Le message de la CSS est très clair, une politique de sécurité publique ne peut plus se permettre d'être pilotée à l'aveugle. Fini l'intuition politique ou les réactions épidermiques face aux faits divers. Absolument. Elle doit reposer sur ce qu'ils appellent des données probantes, des preuves récoltées avec une rigueur absolue. Mais justement, d'où elle vient cette rigueur? Le document met vraiment un point d'honneur à détailler le profil de l'homme derrière cette initiative. Le docteur Danny Tiwa. Le fondateur et président de l'ACCS, Voilà. Et son parcours est pour le moins exhaustif. On parle d'un chercheur qui a des doctorats des universités d'Utrecht, aux Pays-Bas, et de Hambourg, en Allemagne. c'est du lourd, académiquement parlant. Et ça s'arrête pas là. À cela s'ajoutent des masters obtenus à l'université de Yaoundé 1 au Cameroun et à l'université de Lille 3 en France. En tant qu'analyste, je suis fascinée par ce cursus qui fait littéralement le pont entre les traditions académiques africaines et européennes. Et tu as raison de le souligner, parce que ce détail biographique est loin d'être anecdotique. C'est même la clé de voûte de toute leur méthodologie. Ce n'est pas juste un empilement de diplômes pour faire joli sur la plaquette. Pas du tout. C'est la garantie structurelle de leur approche. En fait, l'un des plus grands drames des politiques de développement ou de sécurité, c'est le syndrome du copier-coller. Le fameux copier-coller, oui. On prend un modèle policier qui fonctionne super bien à Berlin ou à Amsterdam, on le parachute à Yaoundé ou à Douala, et on s'étonne ensuite que ça produise des catastrophes ou que ça soit totalement inefficace. Parce que le contexte n'a rien à voir. Exactement. En combinant l'exigence méthodologique de la recherche européenne avec une compréhension organique et vraiment intime des réalités sociologiques camerounaises, le Dr Tiwa et son équipe contournent ce piège. Le document résume ça avec une formule que je trouve brillante. Ils veulent produire des analyses globalement informées par la science internationale, mais localement pertinentes. C'est la synthèse parfaite. Globalement informé, localement pertinent. Et cette idée de relier deux mondes qui s'ignorent, ça nous amène vraiment au concept central de la déclaration de capacité de la CSS. L'organisation se définit avant tout comme un pont. Un pont, oui, c'est le terme qu'ils emploient.
Et la source identifie 3 fossés majeurs qu'il tente de combler. Le premier, c'est le fossé classique entre la recherche académique et la pratique sur le terrain. Ce qu'on disait tout à l'heure avec la tour d'ivoire. Exactement. Le deuxième, c'est le fossé entre les forces de sécurité de l'État et la société civile. Et le troisième, c'est l'écart entre les réalités purement locales et les standards internationaux, notamment en matière de respect des droits humains. Ce qui est un défi colossal. Bah oui, soyons un peu critiques une seconde. Dire qu'on va connecter la police et la société civile, c'est magnifique sur le papier. Mais dans la réalité, on sait qu'il y a souvent une méfiance viscérale, voire historique, entre ces deux pôles. Surtout dans des contextes de tension sociale. Voilà. Alors comment un simple laboratoire d'idées peut-il espérer les réconcilier concrètement? Eh bien, c'est là toute la subtilité de leur positionnement en tant qu'entité complètement indépendante. C'est la clé. Quand la société civile dénonce des violences ou des inefficacités, les forces de l'ordre ont souvent tendance à se braquer. Elle se ferme, elle voit ça comme une attaque militante. Absolument. Et à l'inverse, quand l'État impose des mesures sécuritaires sans aucune concertation, la population y voit de la coercition illégitime, voire de l'oppression. Ce qui crée un dialogue de sourds. Exactement. Et la ACCS se place au centre géométrique de ces tensions, mais avec une arme très spécifique, la donnée scientifique. L'approche evidence-based. C'est ça. Leur rôle, c'est pas de distribuer les bons et les mauvais points comme un tribunal moral. C'est d'arriver avec des preuves tangibles, des statistiques froides, des analyses sociologiques ultra documentées. En gros, il déplace le débat. Ils le déplacent du terrain de l'émotion politique pure vers celui de l'efficacité scientifique. Et en faisant ça, ils parviennent à faire baisser la garde de tout le monde. L'objectif ultime affiché dans la source n'est pas seulement de produire une politique sécuritaire qui fonctionne. Mais une politique qui respecte les droits fondamentaux. Voilà, c'est vraiment le marqueur d'une approche sécuritaire moderne et véritablement éthique. Et ce qui est intéressant, c'est que le document ne nous demande pas de les croire sur parole. Il met en avant une véritable preuve de concept. Une sorte de crash test grandeur nature. Exactement, un test qui s'est déroulé en mars 2021, un atelier qui semble avoir vraiment marqué les esprits. Le titre même de l'événement pose le décor. Je cite. Recrudescence du crime organisé au Cameroun, quelle synergie d'action entre les chercheurs, la société civile et les forces de l'ordre. Le titre annonce directement la couleur. C'est clair, et la liste des invités autour de cette table est assez stupéfiante. Selon le document, c'était une première. On y retrouve l'élite académique avec des professeurs des universités de Yaoundé 1 et 2, Donc la théorie, la théorie, et face à eux, l'appareil répressif de l'État. La gendarmerie nationale, des représentants des douanes, la brigade nationale de lutte contre la fraude. pratique et souvent la force. Oui, on y ajoute des leaders de la société civile. Et pour couronner le tout, la professeure Christine Henschel de l'Université de Hambourg en tant qu'experte internationale. C'est un casting institutionnel assez incroyable pour la région. C'est ce que je me disais. Réussir à faire asseoir tous ces acteurs si disparates dans une même salle sans que ça tourne au pugilat ou au dialogue de sourds, ça ressemble déjà à un exploit en soi. Oui, mais l'exploit réside moins dans les invitations qui ont été envoyées que dans ce qui s'est passé une fois les portes fermées. La source insiste lourdement sur la méthodologie interactive de cet atelier. Et c'est là que la magie opère vraiment. Comment ça? Interactiva. D'habitude, dans ce genre de grand raout institutionnel, on a un format extrêmement descendant. Un expert monte au pupitre, il projette des diapositives ennuyeuses pendant 2 heures. Il fait un peu la leçon à l'Assemblée. C'est ça. Tout le monde applaudit poliment à la fin, on va au buffet et on rentre chez soi sans que absolument rien n'ait changé sur le terrain. La CHS a complètement inversé ce modèle. De quelle manière? Ils ont forcé chaque institution présente à faire son propre diagnostic et à exposer ses propres failles face au crime organisé. Attends, donc si je comprends bien, on a demandé à des représentants officiels des douanes ou de la gendarmerie d'expliquer publiquement devant des universitaires et des citoyens pourquoi et comment ils échouaient face à certaines dynamiques criminelles. C'est précisément l'idée. C'est hyper audacieux. En demandant à la douane de lister ses vulnérabilités face à la contrebande, ou à la gendarmerie d'expliquer les obstacles réels qu'elle rencontre tous les jours sur le terrain, on crée une vulnérabilité partagée. C'est une mise à nu institutionnelle. Totalement. Et la société civile, de son côté, doit aussi articuler ses craintes de manière structurée, pas juste dans la plainte. Les chercheurs, eux, sont là pour analyser ces données en temps réel et proposer des cadres théoriques pour les comprendre. C'est ça la résolution de problèmes collaboratifs en fait.
Exactement. On ne cache plus la poussière sous le tapis institutionnel, on prend le problème, on le pose au milieu de la table de dissection sous un gros éclairage scientifique et on essaie de le résoudre ensemble. Et cette volonté de tout décortiquer, de tout disséquer, on la retrouve dans l'architecture même de leur programme de recherche régulier. C'est très structuré. Très. Le document détaille une vision à 360 degrés à travers 5 priorités thématiques. 5 grands piliers interconnectés. On va les passer en revue parce que c'est le cœur du réacteur. Allons-y. Les 2 premiers piliers posent un peu les bases. On a la prévention du crime et sécurité communautaire et la compréhension des dynamiques de la violence. L'objectif annoncé par le texte, c'est de dépasser la simple réaction pour chercher les causes profondes et contribuer à une paix durable. Le mot important ici, c'est durable. Justement, concrètement, qu'est-ce que la recherche apporte de plus qu'un bon travail de renseignement policier classique pour comprendre cette violence eue? C'est une excellente question. Le renseignement policier classique, il répond à l'urgence. Qui va commettre un délit, où ça va se passer et comment on va l'intercepter. Le flagrant délit, l'intervention. C'est indispensable, bien sûr, mais c'est insuffisant sur le très long terme. La recherche criminologique que prône la CCS, elle, se pose la question du pourquoi. Pourquoi le crime a lieu en premier lieu? Pourquoi tel quartier spécifique génère continuellement des gangs de jeunes, par exemple? Est-ce que c'est lié à la structuration urbaine, à l'absence totale de services publics, à une dynamique économique souterraine de survie? C'est l'écosystème du crime. C'est exactement ça. Si l'État se contente de démanteler un réseau criminel sans jamais comprendre l'écosystème social qui l'a fait naître, un autre réseau, souvent encore plus violent, prendra sa place 6 mois plus tard. La recherche, ça permet de cartographier cet écosystème pour le désamorcer en amont. Et c'est cette vision systémique qui nous propulse vers le 3e pilier stratégique. Et je dois avouer, c'est honnêtement là que la lecture du document offre un véritable effet de surprise. Ah, le fameux 3e pilier. Oui, l'Axicus consacre un axe entier de sa recherche à la criminalité environnementale, avec l'utilisation d'un terme très fort dans le document, l'écocide. C'est extrêmement novateur pour un think tank de sécurité. La source explique qu'ils analysent les crimes contre l'environnement non pas juste sous l'angle de la protection de la nature ou des petits oiseaux, mais en documentant leur impact direct et sévère sur les communautés humaines. C'est le lien entre la nature et la sécurité de l'homme. Voir une organisation de sécurité au Cameroun lier de façon aussi viscérale l'écologie et la criminologie pure, moi je trouve ça fascinant. C'est pas du tout intuitif au premier abord. C'est sans doute leur positionnement le plus avant-gardiste. Et quand on y réfléchit, c'est d'une lucidité redoutable. Dans la pensée classique, l'écologie, c'est l'affaire des ministères de l'Environnement ou des ONG de conservation. C'est cloisonné. Très cloisonné. Mais en intégrant l'écocide, dans une matrice de sécurité globale, la CCS pointe du doigt une mécanique implacable. La destruction de l'environnement, c'est le point de départ de la destruction sociale. Tu peux nous donner un exemple concret pour illustrer ça? Bien sûr, prenons la déforestation illégale, le braconnage à grande échelle, ou la pollution massive des terres agricoles par des industries. Ce ne sont pas des crimes sans victimes humaines, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ça touche les populations locales directement. Ces pratiques détruisent purement et simplement l'économie de subsistance de villages entiers. Et que se passe-t-il quand une communauté rurale n'a plus de quoi se nourrir ou travailler ses terres? Elle part. C'est l'exode rural. Elle migre vers les périphéries urbaines. Elle va s'y entasser dans des conditions de pauvreté extrême. Cette précarité, elle engendre du désespoir. Et ce désespoir devient un moteur pour la criminalité? C'est le terreau fertile de la grande criminalité urbaine, du trafic de stupéfiants à la prostitution. Donc, en enquêtant sur le crime environnemental, la CCS étudie en réalité le point d'origine, le patient zéro de l'insécurité urbaine de demain. Tout est dramatiquement lié. C'est l'effet papillon de la criminalité. Absolument. Couper un arbre illégalement aujourd'hui dans une forêt, ça peut signifier un braquage armé dans une banlieue dans 5 ans. C'est une perspective qui change tout. Et ce prisme qui relie les choses entre elles, il s'applique tout autant aux dynamiques purement humaines, avec le 4e pilier. Il s'intitule « Genre et sécurité ». Un axe fondamental. L'ambition énoncée dans le texte, c'est de promouvoir l'égalité des genres dans les réponses sécuritaires, tout en cherchant à comprendre les dimensions profondément genrées de la criminalité. Oui, Mais encore une fois, il faut dépasser le concept académique. Quand le document parle de dimension genrée de la criminalité, qu'est-ce que ça signifie concrètement sur le terrain pour une politique de sécurité GU-SUB? ça signifie qu'une politique de sécurité qui prétendrait être totalement neutre et aveugle au genre, elle est par définition dysfonctionnelle. Pourquoi? Parce que l'expérience de la violence n'est absolument pas la même si l'on est un homme ou une femme dans ces contextes. La cible et les méthodes diffèrent.
Complètement. Les dynamiques d'extorsion, les violences domestiques, l'impact terrible des conflits armés, les violences sexuelles utilisées comme de véritables armes de terreur locale, tous ces crimes ont une architecture genrée très spécifique. C'est pas une violence aveugle, elle a un code. Et si la CCSS insiste autant là-dessus, c'est pour que les forces de l'ordre intègrent cette grille de lecture dans leur logiciel. Imagine une patrouille de gendarmerie qui n'est pas du tout formée à détecter les signaux faibles de la violence spécifique faite aux femmes. Elle passe à côté du problème. Elle passera à côté de la moitié de l'insécurité réelle d'une communauté. Ignorer le genre dans la prévention du crime, pour reprendre une image, c'est enquêter avec un bandeau sur un œil. C'est très clair. Et le tableau se complète avec le 5e et dernier domaine d'action de l'organisation, l'accès à la justice. La fin du cycle. Le document parle de la nécessité de renforcer le système judiciaire en combinant des approches institutionnelles traditionnelles avec des mécanismes communautaires. On sent bien que l'analyse minutieuse du crime les amène inévitablement à regarder comment la société punit ou répare ce crime. C'est la conclusion logique de toute leur réflexion à 360 degrés. Toute la chaîne de sécurité, la meilleure prévention du monde, tout ça s'effondre lamentablement si, en bout de course, l'accès à la justice est défaillant. C'est le pilier de la confiance. Exactement. Si un citoyen ordinaire est victime d'un crime organisé, mais qu'il perçoit le système judiciaire de l'État comme étant corrompu, ou beaucoup trop lent, ou même juste géographiquement inaccessible... Mais il a des centaines de kilomètres du premier tribunal. Voilà. Que se passe-t-il dans ce cas? Il ne va pas porter plainte. La nature a horreur du vide. La communauté va chercher à régler le problème elle-même. Et là, on bascule dans la vengeance. C'est l'émergence des tribunaux populaires, des milices de quartier, de la justice expéditive de la rue, ce qui génère un nouveau cycle de violence. D'où l'importance des mécanismes communautaires mentionnés dans la source. Oui. Renforcer l'accès à la justice, que ce soit via l'institution officielle de l'État ou via des modes de médiation communautaire qui restent légaux, c'est retirer l'oxygène à la violence de représailles. L'ACCS a parfaitement compris que la confiance en la justice, c'est vraiment le ciment de la sécurité publique. Et ce qui rend cette déclaration de capacité particulièrement percutante, quand on arrive à la fin de notre analyse, c'est l'engagement final du document envers l'impact réel. L'équipe du CACIS affirme noir sur blanc qu'ils ne sont pas là pour pondre des rapports académiques de 500 pages. Des rapports qui finiraient par prendre la poussière sur une étagère ministérielle, on connaît ça par cœur. C'est ça. Leur objectif déclaré, et c'est écrit tel quel, c'est de transformer toute cette matière grise, toutes ces données collectées en recommandations actionnables et en projets pilotes. Le passage de la théorie à la pratique. On n'est plus juste dans de l'observation sociologique distante. On bascule dans de la véritable ingénierie sociale appliquée au terrain. Exactement. Si l'on devait cristalliser l'essence même de ce document source, on retiendrait que l'ACCS offre au Cameroun une expertise criminologique inédite, à la fois hybride et hyper exigeante. Ils ont réussi à se positionner comme le tiers de confiance parfait. Un rassembleur neutre et crédible, capable de faire dialoguer un commandant de brigade très rigide avec un militant associatif revendicatif autour de données objectives. Leur obsession pour des solutions evidence-based montre une volonté farouche d'obtenir des résultats mesurables. Sortir des dogmes pour entrer dans l'ère de l'efficacité sécuritaire responsable. C'est le grand résumé ? Et cette volonté d'action et d'ouverture, elle se traduit jusque dans les toutes dernières lignes de la source. Ce qui marque, c'est la transparence institutionnelle affichée. Ils jouent le jeu jusqu'au bout. Oui. Pour ceux qui, dans le monde académique, institutionnel ou associatif, analysent ce type d'innovation et souhaiteraient s'en inspirer ou collaborer, l'organisation laisse grand ouvert ses canaux de communication. C'est assez rare pour être souligné, d'avoir des contacts aussi directs dans un document stratégique. Tout à fait. Le document fournit les contacts directs de leur président, le docteur Danny Tiwa. Il peut être joint par email à l'adresse danny.tiwa@accs.cm et signe des temps et de cette fameuse accessibilité revendiquée, il y a même un numéro direct pour le joindre, y compris via WhatsApp. C'est le +237 79 11 84 63. Le WhatsApp professionnel, c'est vraiment la preuve d'une volonté d'être ancré dans le réel et l'immédiateté. Et bien sûr, la porte d'entrée globale pour découvrir l'étendue de leurs travaux, ça reste leur plateforme web accs.co. Ça témoigne d'une volonté évidente de ne pas travailler en vase clos, mais de construire un vrai réseau d'expertise. Et tu vois, cette transparence et cette volonté farouche de créer du dialogue autour de sujets qui sont d'habitude aussi inflammables que la criminalité, ça amène une réflexion beaucoup plus large pour la fin de notre analyse. Je t'écoute. Quand on observe la création réussie d'une plateforme neutre comme l'ACSS,
Une structure qui, par la force de la méthode, oblige des acteurs traditionnellement antagonistes, comme les forces de l'ordre, le monde académique et les simples citoyens, à s'asseoir autour de la même table. Pour décortiquer scientifiquement l'anatomie de la violence. Voilà, on se dit qu'il y a là un modèle de résolution de crise d'une puissance rare. Et ça pousse à se poser une question fondamentale pour ceux qui nous écoutent, peu importe où ils se trouvent. Laquelle? Si ce modèle d'ingénierie sociale, basé sur la science et le respect, s'avère être la clé pour désamorcer les dynamiques ultra complexes au Cameroun, qu'est-ce qui empêche nos propres communautés dans le monde d'adopter exactement ce même cadre de dialogue? Ouais. Un dialogue scientifique, rigoureux et sans tabou, pour repenser les fondations de nos propres systèmes de justice et de sécurité. C'est vrai qu'on a souvent tendance à chercher des solutions technologiques ou répressives de plus en plus complexes. Alors que l'innovation sécuritaire majeure de notre époque ne viendra peut-être pas de plus de technologie ni de nouvelles armes, mais simplement de plus de dialogue rationnel et de données partagées. C'est une question qui mérite de raisonner bien au-delà des frontières de ce document. Merci d'avoir exploré tout ça avec moi aujourd'hui. Avec grand plaisir.